Bienvenue à un autre épisode de La Retenue. On a un invité très spécial aujourd'hui. Donc, Cédric, merci d'être là. Merci de m'accueillir dans les merveilleux studios de la machine 477 à Sainte-Thérèse. Voilà, on fait de la promotion pour le studio également. Donc, Monsieur Bergeron. Oui, monsieur, pas trop souvent. Dans un décor de classe, tu m'appelles Monsieur Bergeron, j'ai une petite boule de chaleur qui me rentre en dèche. Bon, on va me faire sortir de la classe. On est en classe. Parle-moi un peu de ton expérience en classe, là, juste rapidement, avant qu'on rentre dans ton histoire qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu un problème à l'école, c'est que mon frère a 13 mois de plus vieux que moi, puis il est plus tannant que moi. Fait qu'en partant, puis je donnais pas ma place non plus. T'étais tagué. Fait que j'étais assis en avant dès le début de l'année. Tu sais, il assisait par ordre alphabétique, mais non, moi, j'étais in the front. Bergeron, ici. She wanna keep an eye on me, tu sais. Mais ça, c'est quand je passais toute la classe dans la classe et non T'étais en retenue en souvent. dehors. Plus au secondaire, là, il y a moins de retenue au primaire, mais non, c'est ça. Écoute, moi, j'étais pas. Moi, je suis un TDA diagnostiqué depuis 7 années. Je le savais depuis longtemps, mais là, je suis diagnostiqué. Mais écoute, moi, j'ai doublé ma 5e année. Fait que je suis arrivé au secondaire 1 an plus vieux. Ma première année secondaire, j'ai doublé. Après ça, je l'ai passé la 2e année. J'ai été mis dehors de mon école. Je me suis retrouvé dans une autre école. J'ai fait mon secondaire 2. Je me suis pas présenté aux examens de fin d'année parce que j'avais beaucoup de problèmes à cette école-là avec beaucoup de personnes. C'est une école assez rock'n'roll. Montréal? Non, Longueuil. Okay. Fait que je me suis retrouvé, j'avais 16 ans, j'avais pas de secondaire 2. Et il y avait un programme qui existait à mon ancienne école où j'ai pu retourner. Le décrire, en gros, c'est « t'as 16 ans, t'es à l'école ». C'est vraiment ça. Là. Pour vrai, c'était ça. On faisait des fascicules sur les normes du travail, la CSST. En fait, ils nous préparaient au marché du travail parce qu'ils faisaient comme, non, vous n'aurez pas votre secondaire, tout ça. Fait que, puis à moitié de l'année, je suis parti. J'étais comme, le temps qu'à apprendre comment travailler, je vais aller travailler. L'école n'est pas pour tout le monde. On a le système scolaire, effectivement. l'encadrement, mais la bonne nouvelle, c'est, regarde, on va parler de ton histoire. Là, très unique. Très unique. Puis, à 23 ans, je suis allé faire une équivalence secondaire, parce que je me considère pas comme quelqu'un de niaiseux. Je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez intelligent. Mon cerveau fonctionne à sa façon. Puis tu vois, quand je suis allé faire mon équivalence secondaire 5, il y avait 5 ou 6 examens que je devais faire obligatoires. 0 étudié, je suis allé passer les examens, j'ai eu mon équivalence. 0 étudié, j'ai juste fait les examens puis je les ai passés. Parce que j'avais un but. Parce que je voulais faire mon équivalence parce qu'à l'époque, j'allais devenir agent immobilier. Ça me prenait une équivalence secondaire 5 pour faire le cours d'agent immobilier. Fait que j'avais un motif. Puis quand tu as un but ou une raison d'être qui te donne un pourquoi, moi, ça marche. Ça a toujours été comme ça. Quand j'ai commencé le gym, j'ai eu des résultats vite. Puis le gars avec qui je m'entraînais, le coach avec qui je m'entraînais, il me dit « Hey, toi, je pourrais t'amener sur un stage objectif, parfait, j'y vais. » Puis je me suis retrouvé sur un stage. Tu sais, c'est ça. Donc, l'important, c'est que j'étais un gars intense. Tu sais, s'il faut que j'écrive un nouveau show, s'il faut que j'écrive quelque chose, parce que je suis humoriste aussi, il faut que j'écrive beaucoup. Ça me prend des deadlines, ça me prend quelqu'un qui... Sinon, c'est... Okay. Un peu comme à l'université. Là, il fallait que j'aille à la date d'examen pour commencer 24 heures avant, là, pour pas dormir. Là. C'est ça. C'est un peu... c'est un mauvais mindset, mais moi, il fonctionne, en tout cas, à date. Humoriste et podcaster. C'est l'œuf avant la poule avant l'œuf. Qu'est-ce que ça a commencé comment, ton histoire, par rapport à ça? Est-ce que tu étais humoriste à la base avant de commencer ton podcast? Parce que ton podcast, c'est quand même assez deep. Comment ça a commencé un peu ta carrière là-dedans? Tu vois, on parlait d'école. Moi, suite à un show YouTube que j'ai fait qui s'appelle le Gong Show, j'ai quelqu'un de mon secondaire, de mon primaire qui m'a envoyé la page où j'étais dans notre feuillet de finissant de 6e année. Okay. Cédric Bergeron. Quand je vais être grand, je vais être humoriste. Ça, c'est un rêve de petit cul. J'avais même avant la 6e année chez nous, moi, juste pour eux. Moi, j'étais un fan geek d'humour dès que j'étais jeune. J'ai toujours voulu faire ça, mais on m'a rapidement dit, ouais, mais les humoristes, ça écrit. Tu sais, ça gagne leur vie en écrivant. Toi, le français, on m'a pas poussé vers mon rêve, disons. Tu sais, on m'a plus mis... je pense pas que tu peux faire ça. Puis je suis pas un gars... Est-ce que tu es en train de me dire que le système t'a pas poussé vers ton rêve? Ça se peut pas. Le système, la famille, mais en même temps, on parle du début des années 90, à quel point c'était quoi les options. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut commencer à faire de l'humour, c'est pas l'école de l'humour n'est pas une obligation. J'en suis la preuve. Je connais plein d'humoristes qui en sont la preuve aussi, tout ça. Mais c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Mais moi, j'ai écrit beaucoup quand j'étais jeune. J'ai fait du rap pendant longtemps. Fait que l'écriture, pour moi, a toujours été un bel exutoire. Puis à un moment donné, à 37 ans, j'ai fait go. Je vais l'essayer. À un moment donné, cette année, j'écoutais justement beaucoup de podcasts d'humour où j'écoutais les humoristes parler du milieu. Puis je peux pas croire que je me suis jamais donné cette chance-là. Tu faisais quoi avant, mettons, 37 ans? Non, j'avais déjà ma job. J'ai pas tout lâché pour dire que je deviens humoriste à 37 ans parce que il aurait fallu que j'aime les toasts au beurre de pinot. Tu as décidé que ton rêve était important. En fait, moi, c'est juste fait comme j'ai toujours voulu le faire. Si je le fais une fois, je le fais une fois. Mais au moins, je vais le faire, je vais l'essayer. C'est comme check.
J'ai essayé, puis c'est ce que j'ai fait, mais j'ai juste, écoute, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai des substances dans ma vie, j'en ai essayé plusieurs, puis être sur un stage, puis recevoir des rires suite à un gag que tu as écrit. C'est meilleure drogue ever. Puis c'est ça, tu sais, c'était pas génial, là. Tu sais, je faisais un 5 minutes la première fois. Je regardais le plancher en disant mon texte. Je pense que quelqu'un aurait pu tirer dans la salle, puis je serais resté dans mon texte, tu sais, tellement que je regardais pas le public. Fait que j'étais pas bon au niveau, mais j'avais des bons gags. Il y a eu des gens qui ont ri, ça a quand même bien été. Puis c'est ça, ça a été la piqûre. Ça t'a mis à l'aise, puis là, ça a commencé bien. Puis là, ben, je me suis investi en termes de... J'ai suivi des ateliers d'écriture humoristique. J'ai commencé à faire des open mic, décider ça. Et là est arrivé ce fameux show-là, je te parle, qui s'appelle le Gong Show, qui est un truc Internet qui se tourne au bordel. Je suis allé en 2023 quasiment tous les mois. J'ai même reçu un prix de celui qui l'a fait et réussi le plus. Fait qu'il y avait comme un vibe un peu sur moi sur Internet. Rendu là, il n'y avait pas encore... Le podcast n'existait pas. Le podcast n'existe pas, c'est ça. Ça part de là, justement. C'est ça, parce que là, il y a un petit vibe. Puis ce qui est cool de ce show-là, c'est que c'est beaucoup écouté par les geeks d'humour, mais beaucoup d'humoristes l'écoutent. Fait que ça m'a donné une certaine crédibilité au niveau du milieu. Les gens ont fait « Ah, man, je peux le booker sur ma soirée. Il est fucking bon, il est fucking drôle. » Fait que là, j'étais rendu au point où j'étais « Hey, salut, tu me connais peut-être pas, mais j'ai vu que tu as une soirée d'humour. Je ferais peut-être je suis pas payé. » Que là, j'écrivais à du monde, « Hey, je sais pas si tu me connais. » « Ben oui, je t'ai vu au gang. Ben oui, t'as une place, c'est sûr. Viens, t'as le date. » Puis, fait que tu sais, là, tu commençais à te faire booker. À me faire booker plus, puis à faire un petit peu d'argent avec l'humour à ce moment-là. Puis là, je dis, ben je vais surfer sur cette vague-là, puis je vais faire ce que tout bon humoriste fait, partir un podcast. Parce que la moitié des humoristes que je connais ont un podcast ou en ont déjà eu un. Ouais. Mais là, je cherche une idée de podcast humoristique parce que je veux me démarquer. Je veux pas être un humoriste qui reçoit des humoristes. Plein de monde le font et le font super bien. À ce moment-là, il y a un autre podcast qui sort qui s'appelle Podcast des personnages, qui est podcast de Jay La Liberté. Dès la première année de sortie, gagne Olivier, podcast humoristique de l'année. L'idée est bonne, le podcast est bon, il est drôle, il est punché. Fait que je fais OK, ça me prend vraiment une grosse idée. Level, Moi, je suis un gars qui a de l'immobilier dans la vie. Fin COVID 2022, le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire du bas, Jean-Louis Lévesque, 80 ans, monsieur qui mesure 5,5, 5,4, 5,5, paye son loyer cash. C'est le seul, là. C'est le seul qui me paye, qui me fait pas de virement. On parle à tous les mois, on me raconte son histoire. Puis c'est un homme qui a une sentence vie pour un meurtre 2e degré, 17 ans de pénitencier et dans le système jusqu'à la fin de ses jours, il y a une sentence vie. Puis il n'a jamais été remonté en prison, réinséré, réhabilité. Et là, j'étais comme, ah, mais c'est intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui a eu un certain parcours. Je connais beaucoup de gens aussi qui ont œuvré dans le milieu de la criminalité, tout ça. J'y trempé mes orteils aussi à quelques reprises. C'est toujours un milieu qui m'a intéressé, que je connais. Quelqu'un m'a dit que tu cours vite. Moi, j'ai dit souvent ça. Si j'ai pas de dossier criminel, c'est parce que je suis chanceux puis je cours vite. Là. Puis j'ai fait, mais c'est super intéressant. Tu sais. Puis j'ai demandé, peut-être, tu raconterais-tu ton histoire devant la caméra? Sur un podcast. Micro, puis il m'a dit oui. Puis là, j'ai fait, hey, c'est un bel angle, c'est pas drôle, mais je me dis peut-être une dizaine d'épisodes avec des gens comme ça, je pourrais peut-être aller me chercher un petit following. Ouais, puis là, tu pourrais. Et là, partir quelque chose d'humoristique avec les gens que je vais avoir accroché un peu. Puis c'est comme ça que ça a parti. Au parloir. Puis les 10 épisodes sont devenus, j'ai vu 120, je sais plus combien on est rendu. C'est le même studio que la retenue ici. Oui, maintenant, je suis rendu ici depuis, pas un an, mais depuis le mois de mars. Fait qu'écoute, une dizaine de mois, 9-10 mois que je suis rendu ici. Ouais. Incroyable. Donc là, est-ce que tu avais le nom Au Parloir tout de suite ou c'était juste que tu as fait l'entrevue? Puis là, comment t'as nommé ça Au Parloir? Je cherchais un nom de podcast court qui donnerait le ton, dans le fond, que tu comprendrais un peu de quoi on va parler. Dans le milieu carcéral, quand tu parles avec quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, tu parles au parloir. J'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelle Le Parloir, qui malheureusement est aussi devenu un show de télévision en ce moment qui roule en même temps que mon podcast qui s'appelle Le Parloir. La raison pour laquelle moi, j'ai décidé d'appeler ça Au Parloir. Okay. C'est comme un livre, un podcast. Le haut, on est quand même à des opposés. Et le livre qui était sur un sujet, en particulier sur une personne. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'avant même de tourner le premier épisode, j'avais fait faire le logo, j'avais la musique, j'avais le nom. J'étais toute prête. En premier enregistrement, tout était préparé. On s'entend, on est loin du humoristique. Là. On est très loin de l'humoriste. Puis tu sais, je veux dire, à la base, la raison pour laquelle je voulais partir un podcast humoristique, c'était me faire connaître plus, vendre des billets, faire plus de spectacles. Puis même si mon podcast n'est pas humoristique, le résultat est quand même le même. La seule différence, c'est que les gens qui viennent me voir en spectacle, qui me connaissent pour le podcast, me connaissent pas comme humoriste, donc viennent découvrir l'humoriste. C'est plus stressant parce que dans le sens que je sais c'est quoi l'humour que je fais, qui n'est pas nécessairement un humour accessible à tous. Je suis très dans l'humour noir, assez trash. Ouais.
Mais en même temps, je suis comme, ben, tu sais, si tu m'écoutes au podcast, tu m'écoutes parler, tu regardes de ce que j'ai de l'air. Tu sais, je dis souvent ça, mais je dis, tu t'attends pas à une anecdote. Je suis allé aux pommes avec ma femme, puis la belle-mère était là, puis tu sais, je veux dire, on n'est pas là-dedans dans mon humour. Fait que, mais j'ai jamais eu de gens qui ont fait comme, hey, ça n'a aucun sens ce que tu fais comme humour, tout ça, tu sais. Fait que, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans mon podcast. Moi, je fais des gags, mais pas sur mes invités, pas là-dessus, mais tu sais, il y a des sujets sur lesquels moi, je fais des gags là-dessus parce que justement, c'est des trucs qui existent dans notre société. Tu sais. Ouais, moi, je reçois plein de gens qui ont été victimes, mettons, de prédateurs sexuels étant jeunes, donc de pédophiles. Et moi, je vais faire des jokes de pédophiles. Je fais pas des jokes sur la pédophilie, je fais des jokes de pédophiles. Dans le sens que ça existe dans notre société, puis je trouve que c'est la job d'un humoriste de dépeindre notre société. Ouais, fait que je ris mettre pas la lumière où est-ce qu'il y en a pas. C'est ça, tu sais, puis j'aime aller chatouiller et picasser là où ça fait pas toujours du bien. Fait que moi, je considère que c'est ça la job d'un humoriste. Donc là, on s'entend que ben, des fois, les meilleurs podcasts, là, c'est les podcasts qui sont pas sur le sujet. Comme moi, je travaille en finance, mais on parle de l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas vraiment de lien avec ma job à tous les jours. Donc, ça tombe bien. Mais là c'est quand même heavy. Là. Puis l'équipe m'a dit que tu fais juste filmer un épisode à la fois parce que c'est juste tellement intense, les histoires et les sujets, que c'est pas possible d'en filmer 2, 3. Au début, étant donné que je tournais à Montréal au début, puis que j'habite sur la Rive-Nord, au début, j'en tournais 2. J'ai découvert à un où justement, je devais en tourner 2, et le premier épisode, c'était la première fois que je recevais une femme victime. Okay. Probablement l'épisode où les gens, moi, on me reproche souvent dans mon podcast de couper la parole aux gens, parce que moi, c'est des conversations, tu sais. Mais celui-là, c'est celui que j'ai reçu plus ça, puis tu sais, je l'ai réécouté par après. Puis, tu sais, je remarque, c'est pas tant que je la coupe, plus que je finis ses phrases à sa place. Puis, je me suis rendu compte que mon subconscient le faisait automatiquement parce que c'était plus facile, moi, de finir ses phrases que de l'entendre finir ses phrases, tu comprends? Ah ouais. Parce que c'était rough. Puis, la personne qui devait venir après, et s'est jamais pointée. Puis, j'ai fait comme une chance. Ah ouais. Parce que là, j'étais tellement choqué, brûlé après ça, j'aurais pas été un bon... je vais en dire auteur, mais un bon... Interviewer, ouais, c'est ça. Je l'avais en anglais. Là, mais... Puis il y a une journée ici, j'en ai tourné 3 back-à-back. J'ai jamais été... Il n'y a aucun job dans ma vie que j'ai fini brûlé comme ça après une journée. Là, j'ai fait OK, ben plus jamais. Tu en as quand même fait plusieurs maintenant. Tu es rendu à plus que 100 épisodes. Oh, oui, parce que... J'imagine qu'il y en a un ou deux qui t'ont marqué plus que d'autres. C'est quoi le un ou deux mettons un sujet que tu étais assis là, comme parle-moi un peu du contenu des questions puis de l'histoire de la personne. Comme, juste pour donner un ton aux gens qui nous écoutent. C'est quoi ton podcast? On parle de quoi? Là? Avant de te dire ça, pour te dire que tu dis il y en a un ou deux qui t'ont marqué, il y en a tellement plus que ça qui m'ont marqué que je te parlais de mon premier invité qui est Jean-Louis Lévesque, mon locataire. Ouais. Pour le 100e épisode, je l'ai ramené, ce monsieur-là. Pour un 2e épisode. C'est le seul avec qui j'ai fait ça. Tu vois, en ce moment, je viens de commencer à écrire un livre sur les 100 premiers épisodes où je vais revenir justement sur tous les épisodes qui ont été très marquants pour moi, autant pour moi que via les messages que j'ai reçus avec certaines anecdotes par rapport à ça. Fait que, il n'y en a pas un ou deux. Il y en a tellement assez qui m'ont marqué que je vais être capable d'en écrire un livre. Wow. Les épisodes qui m'ont marqué beaucoup, c'est beaucoup des gens justement qui ont été tellement deep, autant dans la consommation que dans le crime. Tu sais, on parle de double homicide, des affaires comme ça, là, des gens que tu leur parlerais. J'en ai un en tête là, qui s'appelle René Pétillon. Là, puis tu rencontrerais ce gars-là, s'il ne te compte pas sa vie, là, tu fais, ben non. C'est un gars, avant de commettre, lui, il a commis un double homicide en psychose toxique, mais avant ça, c'était un gars qui avait peut-être 10 ans de in and out, de violence, de ci, de ça. Est arrivé ça, il y a eu une sentence vie. Mais tu te regarderais ce monsieur-là aujourd'hui, tu y parles, tu saurais jamais parce qu'il sait tellement... C'est un gars qui aide, qui apporte à la société aujourd'hui. Fait que moi, qui était le but premier du podcast, c'était justement de démontrer que ce que tu fais ne te définit pas jusqu'à la fin de tes jours. T'sais, oui, c'est impardonnable, puis je comprends la famille. Oui, c'est impardonnable, tu as enlevé la vie de quelqu'un, je comprends. Mais si on y va at large dans la société... faut avancer plus loin que tu as déjà été derrière les barreaux. Parfait, je t'assure pas, je te vends pas de char, je te loue pas d'appartement. T'as pas de compte bancaire, t'as rien. OK, ben tu vas juste pousser la personne à commencer à faire, c'est ça. Ça fait 15 ans que la personne est réinsérée, réhabilitée, elle n'a pas fait de prison aussi, mais elle a encore le « Non, t'as déjà fait de la prison, toi. » Fait que c'est un peu ça. Je te disais, ce qui m'a beaucoup impacté aussi, c'est les victimes. Les femmes, je suis un homme hétérosexuel. Quand tu reçois des femmes qui te racontent tout ce que les hommes hétérosexuels leur ont fait subir dans leur vie, autant les violences physiques, verbales que sexuelles, ça, c'est très rough. Je pense à... Comme fait en plus. J'en ai une, je parle souvent, Leila, qui est venue faire l'épisode, était enceinte sur le bord d'exploser. Elle a 20 ans. Elle a sauvé sa mère parce que son père était sur le bord de la tuer. Elle a été kidnappée
pimpée, enfermée pendant 8 mois dans une chambre d'hôtel, à se faire droguer. On s'entendait juste 20 ans. Mais ça, elle avait 14 ans, tout ce que je t'explique. Ouais, là, c'est tu ça. comprends? Elle n'a pas 45 ans. Là, même déjà, c'est mauvais, mais à 20 ans, elle avait Puis elle avait déjà eu un enfant qui a été pris par la DPJ, qui a été adopté. Puis là, tu vois, là, moi, je suis de l'autre côté de la table, puis je suis le gars qui a adopté des enfants de la DPJ. Puis là, tu as une mère qui pleure en disant que son enfant a été pris par la DPJ puis a été adopté par une famille. Puis moi, je suis de l'autre côté, puis je suis un gars qui a adopté des enfants de... Ouais. Fait que ça, c'est des épisodes qui viennent vraiment me chercher. Plus quand t'as des enfants. Tu sais, juste des films, là. Ah, man. Juste des films que t'es comment, ouais. OK, comme. Je suis devenu sensible, là. OK, ouais. Oui, mais et là, après, même film, puis la même scène, là. Mais là, t'as des enfants, puis tu l'absorbes, là. T'es comme j'en ai vu un hier soir, là, j'écoutais quelque chose, puis j'étais comme, ça se peut pas, là. J'allais voir un Beast film. and Me, là, c'était ça le show hier soir, Claire Danes, c'est ça, son fils est mort, puis j'étais comme, ma femme, elle s'est levée, elle est partie, elle est comme, je peux pas écouter ça. Je suis allé voir au cinéma le film Amis imaginaires avec mes filles. On ne sait pas de quoi, mais la mère est décédée, on apprend, puis là, le père est à l'hôpital, puis la petite fille, il faut qu'elle aille chez comme sa grand-mère, puis là, je suis comme, moi, ça me vient. Parce que mourir, ça me tente pas, mais je suis comme, it's a part of the game, ça va m'arriver. Mais depuis que je suis père, j'ai pas peur de mourir pour moi. J'ai peur de mourir pour mes enfants en ce moment. T'sais. Mais quand il y a 25, 30, 40, si je meurs, c'est correct. Mais en ce moment, j'ai 2 petites cocottes de 12 ans. Je peux pas laisser ça sur les épaules de ma femme. Je veux pas leur faire vivre ça. Je veux pas, moi, en plus, dans les dernières années, j'ai perdu un ami. Sa fille a l'âge de mes filles. Exactement. Ils ont exactement la même âge. Puis lui est parti de maladie. Fait que tu fais comme, tu sais, ça trigger devenir papa. Il y a des films que j'ai la lampe plus facile depuis que je suis papa. Je sais exactement. Là, c'est complètement fou comment juste un changement. Puis en vieillissant, je me permets d'être plus près de mes émotions, de recevoir des personnes. Moi, ce podcast-là a changé ma vie sur plusieurs aspects. Oui, l'aspect financier, l'aspect travail, l'aspect business, mais l'aspect personnel aussi énormément. Moi, j'ai évolué. Moi, j'ai parti de ce podcast-là en voulant être connu puis vendre des billets. Le résultat, il est là, mais c'est pas pour ça que je l'ai continué. Parce que je te rappelle, je voulais faire 10 épisodes. Puis je te le cale, c'est pas après 10 épisodes que je pouvais en vivre. Là. Non, c'est ça. Après 10 épisodes, ça me coûtait encore de l'argent. Là, j'en faisais pas. Moi, je prenais le peu d'argent que je faisais en humour, puis j'étais avec ça que je payais le podcast, puis j'avais mon day job, puis j'avais l'immobilier à gérer, puis j'avais mes filles, puis j'avais les shows d'humour, puis fait que j'étais comme assez éparpillé un peu partout. Mais c'est les messages que j'ai commencé à recevoir de gens qui me disaient « Continue, ça me fait du bien, j'ai arrêté de consommer. » Hey, j'ai pas connu mon père parce qu'il a passé sa vie en prison, puis j'ai écouté ce monsieur-là, puis j'ai l'impression de savoir c'est qui mon père. Ouais. Cet été, il y a un gars, j'étais en vacances avec ma femme et mes filles, puis il y a un gars qui est venu, mais tu sais, tellement de sincérité, là, il m'a pris la main, là, puis le regard qu'il avait, là, les yeux pleins d'eau, genre merci, ça fait 7 mois, c'est grâce à ton podcast, je consomme plus, à tous les dimanches, t'es mon meeting, arrête pas, j'ai besoin de toi. C'est comme, wow, d'un, puis je t'en parle, là, c'est fou que le pourquoi grandit, right? Que c'est it's not about you, là. Puis je le continue pas business, parce que je suis un gars business, si c'est pas ça, ça va être autre chose. Je vais gagner ma vie, je gagnais ma vie avant, je gagnais bien ma vie avant, puis je vais bien gagner ma vie après. Mais tu vois, à un moment donné, j'étais sur le bord de l'arrêter parce que là, tout ce qui l'englobait. Moi, ce que j'aime, c'est faire les entrevues. Ce qu'on fait en ce moment, moi, dans mon podcast, c'est ce que j'aime. Ouais. Mais moi, les réseaux sociaux, poster, booker, les invités, répondre à toutes les... Là, j'étais comme, là, là, je voulais faire de l'humour. Là, je fais 60 heures semaine de podcast, tout ce que ça engrange. Puis j'en parlais avec mon monteur, puis lui, il travaillait déjà avec une fille qui aidait un podcast, qui était adjointe sur un autre podcast. Il m'a présenté ce fille-là. Puis là, maintenant, j'ai que le plaisir. Parce que tout ce qui est parler avec les commanditaires, faire les factures... Tu faisais tout ça toi-même avant. Oui, parce que puis moi, je veux juste les grandes lignes de mes invités. Là. Je veux pas qu'on aille deep parce que je veux l'apprendre en live. Tu sais, j'ai reçu un gars, puis les gars de studio peuvent te dire, j'ai reçu un gars il y a pas longtemps, Nelson Carey. Ce que je sais, 30 ans de pénitencier. Pourquoi? Je sais pas. À quel âge? Je sais pas, mais je vais tout l'apprendre. Fait que, tu sais, elle peut se permettre elle va pousser plus loin des pré-entrevues. Elle me fait un résumé. Parce que là aussi, c'est dès que je parlais à quelqu'un, par rapport au podcast. Puis là, des fois, tu te rends compte au téléphone que, je suis pas sûr que ça va marcher. Mais là, déjà, tu as accès à moi directement. Fait que là, tu as vraiment l'impression que tu vas le faire si tu me parlais à moi. Puis moi, j'aime l'humain. Fait que j'avais de la misère à dire, ben non, finalement, ça marche pas. Mais on s'est parlé, tu m'as conté ton histoire. Puis là, je te dis, finalement, j'avais de la misère à me détacher de ça. Fait que là, maintenant, j'ai juste le côté le fun. Mais ça vient avec le côté, ça a fonctionné. Fait que je peux me permettre de payer quelqu'un pour faire les vérifications. Faire ça. Puis, tu sais, oui, je fais moins d'argent parce que je paye quelqu'un, mais en même temps, je continue de le faire, sinon j'aurais arrêté parce que tout ça, c'était trop pour moi. Tu sais, je suis un gars de ma génération, je suis pas né qu'un téléphone dans les mains. Le dimanche, ça sort sur YouTube, mes épisodes. Puis, des fois, je me levais, il était rendu 10 heures le matin, puis là, j'ouvrais mon Messenger ou mes courriels. Pas d'épisode, comment ça, qu'est-ce qui se passe?
Ah, il était écrit Je l'ai juste directement, pas là, posté parce que j'ai oublié. Hey, là, tu es là, puis envoyé, je l'upload sur YouTube, puis ça sent bien, il y a eu un bug. Combien de fois j'ai répondu, désolé, il y a eu un bug de technologie. informatique. Non, c'est juste moi. D'ailleurs, il y a un épisode avec un rock, je pense que c'était quelqu'un, un rock machine, il parlait, il expliquait que quelqu'un il avait sorti un fusil, il allait tirer, puis il courait dans sa direction. Ouais. Parle-moi de cet épisode, parce que j'avais vu un peu de cet épisode-là. Tu parlais d'épisodes marquants. Ça a été un épisode vraiment tournant. Ah ouais. C'est à ce jour, épisode 61. Je me rappelle pas de tous mes épisodes. Celui-là, je m'en souviens. En plus, bon, j'ai pas épisode 61, qui est à ce jour l'épisode le plus écouté. Ah ouais, OK. On a dépassé les 250 000 visionnements sur YouTube de cet épisode-là. Gros épisode. Puis tu vois, il n'y avait rien de calculé là-dedans, moi. Tu sais, je ne sais pas quel impact va avoir. Puis tu vois, quand je reviens sur mon ancienne job, dans le fond, moi, j'ai été mis en arrêt de travail au mois de mars 2024 parce que, tu sais, une toupie qui tourne, ça tient, hein? Mais c'est ce que j'étais, là, parce que j'étais tellement podcast, show d'humour, immobilier, ma job, 40 heures, Puis, tu sais, c'est ma femme qui a levé le flag. Je pense que tu fais le pas. Fait que je me suis fait mettre en arrêt de travail. J'ai planté pendant quelques semaines parce que j'ai eu du temps. Puis là, où la toupie, elle tourne moins vite. Paf! Ouais, c'est ça, exactement. Puis, quand je devais faire mon retour progressif au travail, finalement, j'ai démissionné. OK. Puis quand j'ai démissionné, parce que j'avais atteint un chiffre Patreon que je m'étais dit dans ma tête à un moment donné, si j'atteins ce chiffre-là... J'arrête. Mais quand je l'ai dit à la blague à ma femme. Hey, si un jour j'atteins ça, je lâche ma job. Puis je l'ai atteint le vendredi, avant le lundi que j'allais recommencer à travailler. Ah wow. Fait que, paf, je suis tombé dessus. Là, pas, il y en a 4 qui se sont abonnés en même temps. Je suis arrivé à... Non. Le chiffre rond directement le vendredi. Cool. Fait que le lundi matin, je suis rentré pour démissionner au lieu de rentrer pour retourner travailler. Puis cet épisode-là... Puis, je te garde. Non, j'en reviens. Tout est relié. Je passe 4 heures, et RH, je pars. Ça fait 5 minutes, je suis dans mon auto, je me retourne chez nous, j'ai un téléphone, je signe un gros contrat de commandite pour le podcast à ce moment-là. Live. Pas prévu. 2-3 semaines plus tard, cet épisode-là sort. Ça a fait bang. Et ce fameux chiffre-là de Patreon a doublé 3 semaines après que j'ai lâché ma job à cause de cet épisode-là. Parle-moi de l'épisode. J'avais reçu un ancien membre Rock Machine, puis il y en a un autre qui m'a écrit, fait comme, t'as reçu ce gars-là, blablabla, c'est ça. Puis c'est ça, le monde, c'est ça. Des anciens de... Puis il me racontait son histoire, il m'a envoyé beaucoup de photos, beaucoup de son histoire. Un gars qui a eu 6 tentatives de meurtre contre lui, beaucoup de prison. Ben, je pense qu'on a senti le vrai criminel, le gars solide, là, quand tu dis... Il explique, ouais, puis j'ai vu des photos, puis j'ai vu le bras avec la balle dedans, puis j'ai vu la veste avec les 3 balles qui avaient passé avant d'y atteindre le bras. Non, c'est ça. Quand il disait, il y a la première balle, il l'a entendu. Il l'a entendu, il a fait ça, puis les 3 autres ont passé dans la veste, puis l'autre... Puis c'est comme il dit, c'est parce que c'est un fusil à barillet. Puis il dit, s'il y avait un semi-automatique avec plus de balles, c'était terminé. C'était terminé, c'est juste parce que le gars... Puis lui, il a foncé sur le gars. Ouais. Il l'a pogné avant que... C'est ça. Mais il n'y avait plus de balles, le gars, puis il l'a pogné, puis c'est ça. Il est allé à l'hôpital, ils l'ont recousu, la police est venue, je parle pas, puis il est retourné au même bar où est-ce qu'il était, puis il a continué sa soirée. Caroline. Fait que, puis tu sais, en prison, il s'est fait poignarder. Avec il retournait, il y avait le bandage. Traversé, c'est le bandage, puis il est allé reprendre sa bière. Il est allé reprendre sa bière. Puis c'est ça, ça a été un épisode très marquant. Je m'en fais encore beaucoup parler aujourd'hui. C'est ça, parce que les gens qui sont pas du milieu m'en parlent d'une certaine façon. Les gens qui sont du milieu, puis je connais quand même des gens qui sont dans ce milieu-là. Les avis sont mitigés de tout bord, de tout côté. C'est intéressant que les gens s'ouvrent parce que j'ai une histoire personnelle là-dessus. Mon père, lui, était GRC undercover. OK. Dans narcotique pour 20 ans. Il n'y a pas si longtemps. Puis, tu sais, mon père, il n'en parlait pas. Tu sais, j'asais avant les. Il faudrait que tu me mettes en contact avec ton père. Moi, je le recevrais, ton père. Il est décédé. Ah, désolé de l'entendre. Non, c'est correct. Il avait 62. Il est décédé en 2017, quand même jeune. Mais il a vécu toute une. Tu sais, moi, je lui niaisais que. Il fallait qu'il écrive un livre ou quelque chose. Là. C'est drôle, tu parlais que tu voulais devenir agent immobilier. Il y en a beaucoup qui se recyclent là-dedans. Mon père, c'est exactement ça. Okay. Il est, en fait, des histoires de fou, mais il n'en jasait jamais. Le seul moment que j'étais capable vraiment de... Parce que, tu sais, comme kid, comme adulte, là, mettons 20-22 ans, le seul moment que j'étais capable de lui faire parler des histoires, c'est si il fumait un joint. Tu sais. OK. Sinon, impossible. Puis des histoires qui sortaient. Il y en a un là, qui était... C'est les années 80, fin 70-80 pour lui. Là, il y a une histoire qu'il s'en va donner un warrant. T'sais. Je pense qu'il travaillait dans l'Ouest parce que la GRC, souvent, c'était plus dans l'Ouest exactement.
Puis... ils sont déjà venus cogner chez nous. C'est bon. Et puis, il arrive. Puis là, il me compte ça. Là, puis là, ça, c'est après que, tu sais, moi, j'essayais de lui dire, je lui disais, comme, fais-moi un joint d'aide, fais-moi un joint d'aide. Puis là, tu sais, moi, je suis pas un gros consommateur, mais tu sais, comme, je participais, là, on va le dire, là, c'est légal maintenant. Ouais. Puis là, donc là, j'écoute mon père. Puis là, il commence à me parler de, tu sais, j'arrive à la maison, puis il faut que je donne le warrant. Moi, j'arrive là, il est un peu cocky, là. Moi, j'arrive là seul, puis j'arrive, puis les gars sont en haut sur des balcons. J'ai là, I'm serving a warrant, vous descendez. Oui, il commence à rire. Puis on dit, viens en arrière. Puis il vient pour aller en arrière. Puis il y a des deux chiens de garde, là, Rottweiler. Ouais. Puis les gens, ils rient en haut. Là, donc, il n'y a pas de problème. Il est retourné à la voiture. Il est allé chercher un shotgun. Puis il a ouvert la porte. Puis il blew, and in his words exactly, I blew the fucking shit out of those fucking dogs. There was pieces of fucking dog all over the place. Là, je répète ce que mon père m'a dit. Là. Donc, true, not true, I don't know. Mais normalement, il était quand même on point. Les gars, ils ont descendu. Hey, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'ai un warrant. I'm like, that was in the 80s. That was not in 2012. Là. Mais pour vrai, il y a des vidéos là-dessus, les policiers. Il y a beaucoup de policiers qui sont obligés d'ouvrir le feu sur des chiens parce que. C'était comme, OK, tu veux des histoires de bar, là, qu'il a arraché une oreille à un gars, là, parce que, tu sais, des affaires de que. Mais je te conseille, j'ai pas le numéro de l'épisode, mais tu feras Au Parloir Junior, qui est lui a commencé dans une gang de motards, puis il a fini. Undercover. Je pense que la longue barbe, les cheveux longs, c'est ça. Je me souviens qu'il y a un chandail des Beatles parce que c'est un grand fan des Beatles. Ouais. Puis, puis lui a formé la plupart des agents doubles de la ville de Montréal. Je pense qu'il a acheté je me souviens pas du nom, mais il me semble que c'était une cinquantaine de kilos de cocaïne dans sa carrière d'Undercover. Ouais, c'est des histoires que. Mon père, il y a une des histoires qu'il s'est fait kidnapper. C'est comme ça qu'il est sorti de la GRC. Il s'est fait kidnapper à Trois-Rivières. Il était entre deux, là, puis il y avait une voiture. Qui était comme recherché. Puis lui, il était dans une voiture que tu mets la... Banalisé, ouais. Ouais. Puis là, il avait identifié la voiture. Puis il a dit, OK, je vais les arrêter. Il disait, wait for backup. Il dit, non, mon père, oublie ça, là, j'y vais. Là. Donc, il a arrêté, puis il est arrivé à la voiture. Il y avait un gars qui était couché, le gars en avant qui a descendu la fenêtre, il a regardé en arrière, puis un gars était couché avec un shotgun, couché à terre. Là. Donc, ils l'ont embarqué dans le char, ils l'ont emmené dans le bois, ils l'ont attaché. Ils l'ont laissé là 3 jours de temps, finalement. Il a été chanceux en estime. Puis l'histoire, encore mon père, c'est des histoires de fou. Là. Puis le gars, il disait « Turn around, tourne-toi ». Mon père dit « If you're gonna shoot me, you're gonna look me in the eyes, motherfucker ». Puis tu me dis ça comme moi, j'aurais tellement aimé moi ça. J'ai 21 ans, là, il me compte ça là, pendant qu'on vient juste de fumer un joint. Là, comme je suis comme, je suis. C'est pas relax. Là. J'aurais reçu ton père avec tellement de plaisir. Ah non, mais c'est sûr qu'il y aurait des histoires. Là, c'est des affaires de fou. Mais tu racontes ça, puis tu sais, moi, c'est justement. Tu sais, c'est des conversations que j'ai eues avec mon père. Tu sais, je trouve ça cool quand on vieillit, d'avoir ces conversations-là d'adultes avec nos parents, tu sais, le parcours et tout ça, tu sais, qui ont eu, ce qu'ils ont fait, leur passé. Je trouve ça tellement intéressant quand nos parents deviennent assez open pour nous parler de la vraie vie, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai parlé aussi de la vie avec mes parents. Puis moi, je leur ai donné aussi, tu sais, je veux dire, j'en donne aussi, tu sais, je veux dire, si tu me donnes ta vie, je vais te conter des affaires que tu sais pas encore sur moi, tu sais, que j'ai pu faire, tu sais. Fait que je trouve que c'est des belles échanges, tu sais. Puis c'est ça. Donc, il m'a conté ça, puis c'est ça l'histoire pour le terminer. C'est à la fin, il voulait le mettre sur un... Là, il était undercover, comme ça, un peu. Il a travaillé dans le VIP aussi pour Trudeau, le père. Là, j'ai des photos de lui, Justin Trudeau, quand il était VIP, il tenait du Justin Trudeau, le petit, là, dans la pente de ski à Tremblant. J'ai jamais pensé qu'un jour, il coucherait avec Katy Perry, ce bébé-là. C'est quand même fou, là. Tu sais, j'ai ça dans mon sous-sol, là, signé par Pierre Elliott. Mais finalement, c'est ça, il s'est fait kidnapper. Ils ont dit, là, un break, là, il va falloir t'aider d'arrêter un desk job, là. Tu sais, mon père n'était pas capable. Il est juste comme, tu peux c'est un gars de terrain. Après tout ça, là, tu peux pas me mettre en arrière d'un quit, fuck the pension, everything, quit. Shit. Devenir courtier immobilier. Puis là, sa vie a complètement changé. Là. Il était très productif, là, un des meilleurs courtiers au pays, là, nice. De 87 à 89. Il a brûlé tout cet argent-là, comme des histoires de Vegas puis de golf, and like all kinds of crazy stuff. Avec une vie comme ça, justement, à un moment donné, il faut que la soupape, faut qu'elle rouvre à un moment donné. C'était les montagnes russes. Mais bref, donc, tu sais, quand je voyais les épisodes rapidement, là, des fois, je voyais... Mon père était sur l'autre côté, mais tu sais, je pense que des fois, je sais pas si c'était l'impression que j'avais de mon père, ça aurait pu tourner d'un bord ou d'un autre. Hein? Exactement. Comme il a choisi le côté, mais il could have been on the other side. Je te parle de Junior, lui, il a commencé justement comme Tana, là, à boire, puis à se battre d'un bar, puis à la moto, puis
Puis c'est l'amour d'une femme qui a fait, ben là, je pense qu'il faut que je fasse d'autres choses dans ma vie si je veux garder cette femme-là. Mon père est allé à Juvie, là, il avait été arrêté là, quand il était jeune, puis finalement, il a décidé d'aller à GRC. Là, il aurait pu... Dernièrement, j'ai reçu un avocat aussi, même chose, lui, avec, qui se dirigeait vers, puis finalement, il est allé avocat. Des fois, ça prend la tête pour comprendre. C'est un wake-up call. C'est comme moi, il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie qui ont fait justement que je me suis pas retrouvé à la place de mes invités, justement, parce que ça aurait pu, mais il y a des décisions que j'ai prises. Une mauvaise décision, comme puis je l'ai dit au début, puis c'était pas une blague, j'ai été chanceux parce que j'aurais pu m'y retrouver. Il y a toujours quelque chose qui m'a comme retenu, puis j'en suis tellement content aujourd'hui parce que je te parlais de mes filles, mais j'aurais jamais pu adopter mes filles si j'avais un dossier criminel. Je suis pas sûr que ma femme serait avec moi. La plupart des gens que tu as fait de l'entrevue, est-ce que tu sens qu'ils regrettent un peu, dans le sens qu'ils auraient aimé que ça change ou ils ont dit, écoute, c'est ça, puis je te dirais que l'acceptation, je te dirais que c'est quasiment essentiel pour moi de recevoir quelqu'un. Faut pas que tu blâmes les autres. À un moment donné, il y en a un, des fois, j'aime ça, des fois, shaker un peu mes invités. Il y en a un, à un moment donné, fait comme, c'est à cause de mon père puis de ma mère, puis c'est à cause. Puis à un moment donné, j'ai juste regardé, j'ai dit, hey, je pense que ton père, puis c'est un gars quand même assez violent, puis je pense que ton père a jamais pris ton poing puis l'a lancé d'en face à quelqu'un. Tu comprends? C'est comme, est-ce que tes parents ont une part de responsabilité dans l'adulte que tu es devenu? Certainement. Probablement. Ouais. Mais est-ce que ton père a déjà fait ça? Non, ça, c'est ta décision, c'est ton choix, c'est ton geste. Ouais. Fait que, des fois, je suis un peu comme ça, mais oui, la plupart. Puis il y en a un, puis je trouvais ça super intéressant parce que c'est quelqu'un que je connaissais, c'est un artiste de la scène rap montréalaise. Puis lui, il était comme, ah, man, je suis pas sûr, j'écoute tes affaires, les gars, ils ont des grosses sentences. Moi, man, j'ai fait du bon temps. Puis, il dit, honnêtement, si c'était pas du fait que si je me ferais repogner avec ce que je faisais, je partirais vraiment sur un gros chiffre. Il dit, moi, c'est la vie, là. Le gangster life, ça. Il dit, moi, j'aime ça. Puis, je le ferais si je n'étais pas du fait que je suis comme trop à perdre si je me fais repogner. Puis je fais, mais justement, je trouve ça intéressant parce que justement, ça me dit, t'aimes ça. C'est correct d'aimer ça. C'est correct d'aimer ça. Tu sais, moi, je me suis retrempé les pieds là-dedans plus tard dans ma vie parce que, justement, en fait, je pensais que j'aimais ça. Puis plus vieux, quand j'ai remis les pieds là-dedans, j'ai fait, ah, ben finalement, pas tant. Mais j'ai dit, mais t'es quand même assez intelligent pour savoir que même si t'aimes ça, il faut que t'en restes loin. Parce que les conséquences sont plus importantes dans ta tête. Les conséquences, ils valent plus le plaisir que tu pourras avoir dans cette vie-là. Qu'est-ce que tu penses qui les attire? Comme ils aiment ça, mais pour les autres qui l'ont fait, c'est quoi l'attirance? C'est d'être you're not going to tell me what to do on a very large scale. No rules. I won't live by the money, rules. Power, respect. Ouais. T'as l'argent, t'as le pouvoir, t'as le respect. Parce que c'est certainement pas le easy path. Parce que souvent, les personnes qui sont dans le non-criminel, ils disent they took the easy path. Puis moi je voyais mon père, les histoires, je suis comme easy path. Ouais. Moi, je pense pas que tu mais tu vois, mais à un moment donné, c'est quelque chose que tu finis par te driller. Puis tu sais, quand je dis money, power, respect, moi, souvent, quand les gens vont me dire ça, je fais comme non, t'étais pas respecté. T'étais craint. Puis il y a une grosse différence entre je te respecte puis j'ai peur de toi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est quelque chose dans lequel c'est facile de rentrer puis c'est pas facile de sortir. Puis souvent, tu sais, il y a beaucoup de gens qui finissent par faire des choses qui sont allés plus loin que ce qu'ils voulaient. Puis là, ben il y en a beaucoup qui vont commencer à consommer. Tu sais, souvent, puis je te le dis, là, 80% des gens que j'ai reçus qui ont fait des victimes en sont à la base. C'est des victimes du milieu dans lequel ils ont grandi, c'est victimes des parents, c'est victimes d'un voisin, c'est victimes d'un prêtre, c'est victimes d'un ami, c'est victimes d'un prof, c'est victimes de... Ils ont vécu beaucoup de choses, des choses très deep que 90% des gens seraient pas capables de dealer avec ça. J'ai la quantité de gens qui ont essayé de s'enlever la vie, ou du moins, au moins qui y ont pensé, puis qui font une chance que je l'ai pas fait, parce qu'aujourd'hui, tout ça par quoi j'ai traversé. Tu sais, des gens qui m'ont dit que la meilleure chose qui est arrivée dans la vie, c'est la prison. Tu sais, oui, je regrette tout ce que j'ai fait, mais ça m'a amené à devenir la personne que je suis et j'aime la personne que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je serais devenu? Si je n'étais pas descendu aussi bas, est-ce que je serais resté juste en dessous à mais le fait d'avoir été aussi deep m'a juste donné envie de tellement remonter haut pour ne pas retourner là parce que j'y ai goûté au deep. Tu comprends, tu sais? Si tu vas dire, mettons, un alcoolique fonctionnel, tu sais, c'est facile de rester là. Parce que je paie mes billes, je paie ma maison, j'ai une maison, je travaille, mais quelqu'un... Comfortably uncomfortable. C'est ça. Mais tu sais, là, je vais aller à l'extrême, puis excusez, je vais être vulgaire, mais tu sais, si t'es rendu qu'il faut que tu suces une graine pour une bière, là, t'es allé deep, là. Fait que là, t'es comme, OK, j'espère que jamais personne n'a fait ça pour une bière. C'est un peu en nose, le deep, là, mais bon. Non, mais tu comprends, c'est juste un exemple de dire, tu sais, là, t'es allé deep, fait que là, t'as envie, puis tu fais comme, hey, là, tabarnak, non.
Il n'y a plus de fonctionnel, là. Ça, je dois dire, c'est la première fois que quelqu'un est allé dans cette direction-là à la retenue. Ah, ben là, c'est ça. Moi, non, mais c'est correct. Moi. You got what you got when you got me. Mais non, c'est ça. Ah ouais, non, je comprends. Puis c'est quand tu vas, il y a ça, la surface, puis après ça, quand tu plonges au si on vient au côté business de tout ça, qui n'en était pas une à la base, là, on va se le dire. Oui, parce qu'à la base de la retenue, on parle de l'entrepreneuriat. Donc là, c'est ça. Tu vois, c'est moi qui te ramène. Là, Non, mais c'est correct. C'est excellent. Donc, c'est souvent comme ça. Je me perds. Mais non, puis tu sais, c'est ça. Si on y va sur le côté business, mais tu sais, à la base. C'est parti de rien, mais maintenant. C'est parti de rien, puis c'est parti d'un rêve de petit cul qui voulait être humoriste. Tu sais, moi je commence à faire des conférences, tu sais, un peu, puis c'est un peu ça que j'explique, tu sais, c'est comme, moi, c'est un rêve de jeunesse qui a déboulé sur plein d'autres choses. Pourquoi? Parce que je me suis donné la permission de essayer. Tu sais, ce projet-là, j'aurais pu le partir, puis ça aurait été 10 épisodes, j'aurais arrêté, puis ça n'aurait pas fait, puis OK, mais je l'ai essayé. Tu as dit quelque chose de vraiment important, là. Tu t'es donné la permission d'essayer. Ben, faux. Puis ça, c'est combien de gens ne se donnent pas la permission d'essayer? Combien de gens ils attendent toujours quelque chose pour exécuter au lieu de juste. But it's never too late. Ouais. Tu sais, moi, à 12 ans, j'ai écrit plus tard, je vais être humoriste. Et c'est à 37 ans, 25 ans plus tard que j'ai fait mon premier show, que j'ai écrit mon premier numéro, que j'ai fait mon premier show. À 37 ans, je suis rendu à 44. Je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire mon deuxième show d'humour. Je fais des conférences. Je gagne ma vie avec un podcast. Comment tu te sens avec ça? Quand tu te réveilles le matin, là, tu te dis quoi? Ben, tu vois, à un moment donné, c'est allé tellement vite. Puis, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, j'avais un show assez loin, plusieurs heures de route. J'étais comme, tentais pas. Je partais, il fallait que je fasse beaucoup de route. Je dormais là-bas, je revenais. Puis là, j'étais comme, ça me tente pas. Puis, c'était ils ont acheté mon show. Donc, cachet fixe, là. Qu'il y ait un billet de vendu ou que la salle soit pleine, ça ne change rien. J'étais payé ce montant-là. Puis là, j'étais comme, je partais négatif. Puis à un moment donné, je me suis assis, parce que j'ai fait, hey, je suis payé de temps. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, c'est parce que mon podcast génère assez d'argent. Puis là, j'étais comme, hey, ce montant-là, comme, je n'ai même pas besoin. Mais là, j'ai réalisé que ce montant-là, c'était à peu près là, à 100$ près, la paye claire que je faisais aux 2 semaines avant de lâcher ma job. Ouais. Tu sais, ma paye nette, là, impôts, syndicat, tout payé, c'était à peu près ça que je faisais aux 2 semaines. Puis là, je suis comme, on te paye pour aller faire ton rêve de petit cul, puis toi, t'es comme, ça me tente pas. Mais c'est quand même une leçon là, que même quand tu fais ce que t'aimes, des fois, ça ne tente pas. C'est normal, ça. C'est un point important. Mais c'était pas mon show que ça ne me tentait pas d'aller faire. Parce que je l'aime faire mon show, j'adore faire. T'es un être humain, là, t'étais fatigué. Faire de la route, là, ça va être quoi? Là, j'étais dans le négatif. Je fais, hey, même s'il y a 8 personnes, fort heureusement, il y a plus que 8 personnes, mais j'étais comme, il y a quelqu'un qui te paye. Est-ce que tu étais payé aux 2 semaines pour aller faire ton rêve de petit cul? Ta femme tue ta gueule? Je me disais à moi-même, là. Puis je l'ai dit à ma femme, puis elle m'a regardé, puis elle a fait. Puis honnêtement, ça fait une couple de semaines de ça. Puis depuis ce temps-là, puis je me dis, puis c'est fou parce que moi, quand j'ai lâché, il y a un peu plus qu'un an, l'été passé, c'est dans le fond, fin juillet, ça a fait 1 an que j'ai lâché. J'ai lâché en 2024. Puis là, j'étais, man, c'était the dream, best life ever. Puis là, dans les derniers mois, j'étais tombé dans le négatif. Pourquoi j'ai fait ça? J'étais stable. J'allais avoir ma pension à 63. J'avais fait mes calculs. Si je prenais ma retraite à 63, j'avais ma full pension. Le imposter syndrome. Là, je suis comme, là, dans 2 ans, il n'y a plus personne qui va écouter ça. Puis là, je mets toutes mes ans à me payer. Puis là, ça va être fini. Mais en même temps, je reçois des offres de plein d'autres affaires partout. Je travaille sur plein d'autres projets. Puis là, j'étais viré au négatif à 100%. Là, j'étais comme, pourquoi? Tu sais, pour tout ça. Puis là, là, je me suis beaucoup parlé parce que je suis une personne très anxieuse. Tu sais, j'ai un passif de crise de panique, puis d'anxiété, puis de dépression. Puis là, j'ai fait « Hey, wow, je me ground. J'étais comme... Premièrement, ça n'arrivera pas du jour au lendemain ou du jour au lendemain, là, j'ai 700 000 écoutes par mois, puis du jour au lendemain, puis personne ne va m'écouter. Ça, c'est le syndrome de je vais le voir arriver, puis il y a tellement d'autres choses qui... Puis à un moment donné, j'ai fait comme « Hey, mais même si ça dure 3-4 ans encore, là, tu vas avoir fait ça pendant... Si encore pour 10 ans, il faut que j'aille dans une shop chauffer des lifts, j'irai le faire. Tu sais, je veux dire, en même temps, je suis comme, hey, t'as des placements, t'as des duplex, t'as ta maison, tout le monde est en santé. Je veux dire, tu vas avoir vécu, même si t'as vécu ta best life ever pendant une couple d'années,
Prendre Puis un pas de après ça, recul, des fois, fait que, tu sais, j'ai juste fait step back. tu sais, ce step back. Ouais. Puis, tu sais, en ce moment, oui, ça roule super bien au niveau financier. Puis j'en profite justement, tu sais, pendant que c'est là, je place, tu sais, j'essaie de faire des moves les plus intelligents possibles. OK, oui, je me gâte, puis je dépense un peu en tâtant. Ouais. Tu sais, tu parlais de ton père un peu tantôt. Je suis comme, j'étais un peu là, mais tu sais, fort heureusement, j'ai une femme et une famille parce que je pense que. Parce que moi, avec, je pense qu'il n'y aurait pas tant de placements puis d'affaires qui seraient faites. Là, je pense, moi, avec, ça ferait du. Ça aide d'avoir une famille qui te ground, là, parce que c'est sûr que quand ça peut déraper. Puis, tu sais, en même temps, je profite, parce que je me dis, hey, si c'est temporaire, je vais quand même enjoy. Tu sais, je ne vais pas arriver dans 5 ans à faire, tiens, avoir su, j'aurais 15 ans. Non, parce que tu sais, je suis assez intelligent pour faire, OK, il y a une partie mais il y a une partie, oui, on dépense, on s'amuse, c'est plaisir. J'ai travaillé fort, j'ai créé ça, ça fonctionne, enjoy. Ouais. Mais t'es parti à zéro, puis qu'est-ce que je comprends maintenant, par mois, mettons, ton chiffre d'affaires, on parle d'à peu près entre 40 et 60 000 par mois maintenant, toutes les plateformes confondues. On est plus proche du 40 là, que du 60. Mais c'est quand même impressionnant. Je te dirais, j'irais entre 30 et 45 à peu près, tout dépendant des mois de l'année, mais ouais, ça tourne à peu près autour de ça. Ouais. Dans le fond, on est en deuxième année complète. Deuxième année complète. Là, moi, ma compagnie existe depuis le mois d'août 2024. Quand même. Fait que, c'est là qu'on a commencé à comptabiliser parce que ça valait vraiment la peine de commencer à regarder les chiffres et tout ça. Fait que, faut pas le faire pour l'argent, faut le faire parce que non, mais aujourd'hui, c'est devenu une business, donc je dois le traiter. Fait que, mes entrevues ne sont pas traitées comme une business. Mes invités ne sont pas choisis en tant que business. C'est pas ça que ça marche. Mais la business est devenue quelque chose. Donc oui, ça devient, je veux dire, il faut tout gagner notre vie. Moi, ça a donné que ça, je pouvais. Fait que oui, je vais l'utiliser comme business. J'ai un peu un business thinking, donc je vais l'optimiser au maximum. Tu sais, je vais arriver à générer près d'1 demi-million juste avec le podcast en 2025 parce que on a travaillé pour ça. Parce que les gens l'écoutent. Attends, mais ça devrait être une source de motivation, même pour les gens qui t'écoutent. Parce qu'au Québec, là, on peut parler un peu de ça. Parce que là, quand on parle des chiffres, toujours les gars, ben là, il fait de l'argent. Tu sais, comment Puis, by the way, 1 demi-million que ça a rapporté. Hein, pas je me suis versé en salaire dans mes poches. Là, parce qu'il y a des dépenses. On parle de montant, on parle d'une équipe, on parle de l'adjoint, on parle de studio. Très beau studio, la machine 4771, mais il n'est pas gratuit, ce beau studio-là. Mais rapidement, au Québec, on justifie que, tu sais, comme je travaille fort, tu sais, c'était pas pour l'argent. Mais tu sais, c'est correct de le mentionner aussi que, tu sais, tu as du succès, puis tant mieux. Puis les gens devraient se motiver que si on a un rêve et si on a quelque chose qu'ils croient fondamentalement, qu'ils sont capables de mettre en place, ils devraient s'essayer. Tu sais, t'es la preuve qu'à 37 ans... Moi, je le mentionne, puis j'en suis fait. Tu sais, la preuve, tu sais, ce médaillon-là, je l'ai fait faire quand j'ai lâché ma job. Tu sais, pour moi, c'est un gage de réussite. Tu sais, je l'ai déjà dit. Moi, quand ma maison va être payée, je ne vais pas mettre 2 lions devant ma maison pour dire que ma maison est payée. Mais moi, de l'univers dans lequel j'ai grandi, je suis un gars qui, tu sais, je suis un fan de rap. J'ai fait du rap, je viens de ce milieu-là. Et tu sais, ça a une grosse signification pour moi de dire, ça, là, j'ai réussi. C'est mon affaire à moi. J'arrive à en vivre. Je peux m'en faire un... Tu sais, juste comme... You found your voice. C'est ma fierté, c'est mon... tu sais, moi, j'ai pas un building avec le gros nom de ma compagnie en haut. Là. Mon bureau, il est dans ma maison. Là, non, mais tu sais, je veux dire, mon bureau où je travaille, il est dans ma maison. Ouais. Je vais pas mettre, tu sais, le nom de ma compagnie, qui n'est pas le nom du podcast, mais tu sais, mon Inc. Maintenant, je vais pas mettre le nom de mon Inc. sur ma maison. Tu sais, pour moi, ça, c'est mon... Hey, j'ai réussi, j'ai construit quelque chose. Il y a quelque chose avec lequel je perdais de l'argent au début. Puis j'ai décidé de le continuer pour d'autres raisons que l'argent. Puis aujourd'hui, je le continue. Ce n'est pas pour l'argent. Oui, j'en gagne ma vie, mais je gagnerai ma vie avec quelque chose d'autre. Puis honnêtement, si à un moment donné, le podcast il diminue, que je ne peux plus que vivre de ça, mais que le podcast et l'humour et les conférences, bien, je vais le continuer. Tu sais, tu comprends? Tant aussi longtemps je pense que je vais le continuer, tant aussi longtemps qu'il ne me coûtera pas d'argent, je vais le continuer. Pour la mission. Je le considère trop important avec les gens qui m'écrivent. 100% d'accord. Si à un moment donné, il n'y a plus personne qui l'écoute puis il n'y a plus personne qui m'écrit, ben, je vais faire, ben, c'est correct. On a fait le tour, puis merci de ces années-là, merci de ce support-là, merci de cette écoute-là, merci aux invités, merci aux auditeurs, puis je vais tourner la page, tu sais. En ce moment, je le sens pas, ça, fait let's go, puis je suis fier de ce projet-là, puis je suis fier de dire que je peux en gagner ma vie, tu sais. J'ai un challenge pour toi. Puis bien, let's go. Ça te tente-tu? Moi, je suis toujours ouvert. Parce que là, on a parlé beaucoup du podcast, mais à la base aussi, avant le podcast, c'était l'humour. C'est encore l'humour. C'est encore l'humour. Oui.
Et puis, tu as eu ton café, bu un peu d'eau. Donc, j'aimerais te challenger un petit 90 secondes, 60 secondes, faire un petit bit. Là. Es-tu capable de me lancer quelque chose? Puis c'est correct, ça peut être. Ben, écoute, non, mais c'est parce que c'est un couteau à double tranchant dans le sens que, en fait, je vais te dire non, je vais t'expliquer pourquoi je vais te dire non. Oh. Non, mais attends, je t'explique vraiment pourquoi je te dis non. Il y a deux raisons. De un, si je te fais un liner, mettons, qui est une joke, mettons, très trash, mettons, je te fais une joke là de mon show, pris hors contexte, ça peut être... moi, je connais un humoriste qui s'appelle Mike Ward. Une joke pris hors contexte, ça lui a coûté extrêmement cher en avocat. Tu comprends? Fait que juste que un gag pris hors contexte comme ça que je vais faire, que les gens, mettons, tombent juste là-dessus, faut comme, c'est qui ce gars-là qui vient de dire ça? Si on prend juste, mettons, ma prémisse, puis quelqu'un décide qu'il coupe, qui met juste ma prémisse. Moi, j'ai une prémisse là, d'une de mes jokes. Là. T'as l'impression que je suis hyper homophobe, hyper raciste, mais quand je fais mon punch, tu fais comme « Ah, Christ! » Puis c'est drôle, tu ris parce que la prémisse est tellement forte, tu fais comme « Hey, tu t'en vas où avec ça? » Mais tu en anglais, on dit « The context is definitive ». C'est ça, tu sais. Puis de l'autre côté, ben, tu sais, si je la fais, ben, elle est brûlée, puis je peux plus la faire. Parce que là, ben, pourquoi je vais aller écouter son jeu? Je connais déjà ce joke-là. Puis ça, puis je te dis ça, puis parce que ça, c'est la pire chose à demander à un humoriste. Tu me dis, t'es en finance, tu fais comme, OK, j'achète quoi aujourd'hui pour faire de l'argent demain? Ben, moi, j'ai des réponses. Mais... OK. Hey, t'as ouvert là-bas. mais tu sais, ce qu'on va, tu sais, c'est... out of the mic, va te faire plein de liners, mais... je comprends à 100%. Ce que je peux dire... OK, gars, je t'en fais une. Ça va donner un peu... Ça va donner un peu... Ça va donner le ton de ce que je fais. Fait que si elle est pris hors contexte, ben désolé, OK? Excellent. Fait que je vais te donner un peu l'image de ce que je fais, OK? Mais si t'es confortable, là. Oui, it's not a family show, so you're good. Je considère que le mariage, c'est comme la pédophilie. Après 15 ans, c'est moins le fun. Tu vois, c'est là que j'aime aller. C'est rough, hein? T'en voulais une? Je sais que t'en es sorti une crise de rough. On va la censurer. Tu comprends? Non, mais non. Là, je suis allé dans l'extrême de ce que je peux faire. Parce que j'ai un bout dans mon spectacle, c'est que des liners. Parce que, tu sais, j'ai des bits puis tout ça. Tu sais, j'ai un sujet, tu sais, j'ai un numéro complet sur l'adoption de mes filles, mais j'ai un bout dans mon show, c'est que des liners hyper trash. Puis je suis juste allé dans... Ouais, celle-là est vraiment trash. Fait que t'en voulais non, mais c'est correct. Là. mais écoute, mais comme t'as dit, t'es pas en train de au début de l'épisode, t'es pas en train de supporter. Non, mais c'est correct, c'est correct. Je pense que les gens sont capables de faire... T'as d'expliquer un peu, tu sais, des fois, ça, c'est comme, tu sais, ça peut être un peu touché de faire un gag comme ça, tu sais, hors contexte. Ça a bien passé. Un liner comme ça, c'est pas si pire parce que, tout le monde qui était assis là, même Eric, il a trouvé ça drôle. Tu sais, j'en écris souvent, puis tu sais, c'est parce que, tu sais, ce bout-là dans mon show, c'est à 45 minutes du début du show. Ou est-ce que là, je vais dans l'extrême? Parce que tout le long du show, je t'en ai poussé quelques-unes. Tu bois la grenouille. Fait que, tu sais, je t'ai préparé à let's go. Non, attends, tu sais, je fais quelque chose de physique pour expliquer aux gens ce qui s'en viennent. Tu sais, je leur explique. Comme là, depuis le début du show, je fais ça, qui est un mouvement assez explicite. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est ça, qui est encore plus explicite pour leur comprendre que je te préparais, là, je m'en viens. Si tu as quelque chose à dire aux gens qui écoutent, qui veulent se lancer, qui attendent depuis longtemps à exécuter un plan, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? Si tu avais un conseil à donner maintenant. Une longue phrase avec plein de conseils. De un, mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Tu sais, moi, je trouve que c'est super important. Écoute-toi, mais pas trop. Parce qu'on est les meilleures personnes pour se mettre nos propres bâtons dans les roues. Donne-toi la chance d'essayer. Crois en toi. Si ça marche pas, tu vas le savoir assez vite. On va te le faire comprendre ou tu vas le comprendre. Puis baisse pas les bras trop vite. Tu sais, je veux dire, tu sais, si tu dis, hey, là, tu veux le chiffre qu'il a dit, je vais me partir un podcast. Tu sais quoi le pourcentage de gens qui peuvent vivre de podcasts? Très peu. Surtout au Québec. Tu sais quoi la moyenne des podcasts qui dépassent les 10 épisodes? Je sais pas si 3-4 là. C'est pas beaucoup. Parce que ça coûte, tu sais, ce que le monde peut penser. Oui, OK, tu peux avoir un écouteur puis te mettre ton iPhone puis te dire, tu fais un podcast. Ouais, oui, en studio. Mais tu sais, si tu veux vraiment, tu sais, je veux dire, il y a des frais qui sont reliés à ça et tout ça. Fait que, mais donne-toi la chance, tu sais, d'essayer. Tu sais, moi, comme je te dis, mon rêve de petit cul de devenir humoriste, ça a pris 25 ans avant que je me décide de faire mon premier show. Fait que j'étais comme, j'aurais pu ne jamais le faire. Puis peut-être que je l'aurais jamais fait, mais là, je m'intéresse à l'humour, j'écoute un podcast, les gars parlent, les filles, les humoristes parlent du milieu de l'humour, parlent des loges. Tu sais, comme le monde, on a l'air d'avoir plus de fun dans les loges que sur scène à faire les shows entre eux autres. Tu sais, comme, mais j'ai jamais vécu ça, j'ai toujours voulu faire ça. Puis, fait c'est juste comme, tu sais, crois en toi, puis donne-toi la chance. Donne-toi la chance de te dire oui.
puis sache t'entourer. Parce que je pense que si j'étais pas avec la femme avec laquelle je suis en ce moment, je pense pas que j'aurais eu le courage. Puis tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a soutenu, j'ai quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a supporté. Puis si elle n'avait pas été là pour me dire « Let's go, essaye, vas-y, ben oui ». Puis quand j'ai lâché ma job l'année passée, elle a fait comme, tu sais, ma femme, c'est une top dans son domaine. Puis elle est payée en conséquence de c'est une top dans son domaine. Fait qu'elle gagne bien sa vie aussi. Puis elle était comme, puis nous autres, l'argent qui fait le plus, nous autres, c'est yours, mine. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est mariés, on a des enfants. C'est comme, il n'y a pas de... Il y a un saying qui dit « If you want to go fast, do it alone. But if you want to go far, do it together. » C'est une très belle phrase, puis c'est vrai. Puis tu sais, elle me dit, écoute, si, mettons, du jour au lendemain, ça fait, tu sais, je peux... OK, tu vas changer de char, tu vas peut-être en vendre 2 aussi. Puis, tu sais, on va cool down les restos, on va cool down les voyages, on va cool down le lifestyle. Mais le temps que tu te reviens, je peux handle. Je peux handle la maison, je peux handle les paiements, je peux, tu sais, on va vendre un duplex, tu sais. C'est comme, let's go. Yeah. Il y a quelque chose, t'as quelque chose, ça fonctionne. Fait que je suis là, I got your back. Fait que j'ai fait, go. Fait que c'est quoi mon conseil? Sache t'entourer, donne-toi la chance, essaye. Ce qui n'est pas un gage de succès, là. Moi, immobilier, première fois que j'étais travailleur autonome de ma vie, de 23 à 28 ans, j'étais agent immobilier. Qu'est-ce que tu penses à quel point j'étais stressé de redevenir travailleur autonome? Moi, j'ai fini avec une faillite à 28 ans comme agent immobilier. Ah ben, les 3 premières années, t'es écœurant. Les 2 dernières, t'as de la merde. Puis j'ai fini avec une faillite personnelle. Fait que là, à 43, faire « Hey, je retourne travailleur autonome ». J'avais un esti de poids à ses épaules aussi. Là, je me suis déjà planté une fois. Fait que donne-toi la chance de te planter aussi. Tu as le droit de te planter. Si tu essaies quelque chose, ça ne fonctionne pas, tu fais comme « Ah, je suis pas bon là-dedans ». Non, man, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être pas le timing, c'était peut-être pas... On n'aurait pas pu finir sur une meilleure note. Cédric Bergeron, au parloir, le podcast. Yes. Je me suis fait de la pub aujourd'hui. Humoriste, ton prochain show, c'est quand? Ben là, en fait, c'est parce qu'on est en... Checkez ça sur Google. Ouais, ben tu sais, cédricbergeron.com, tu vas tout avoir, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de préparer la tournée 2026 qui va commencer au mois de février. Mais on peut te voir en 2026 quelque part au Québec. Ah, ça, c'est sûr. Je fais la tournée Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal. On va aller région aussi. Je vais retourner en Abitibi. Côte-Nord, c'est prévu aussi. On travaille là-dessus en ce moment. Si vous écoutez Anti-Gang à Radio-Canada, ça se peut que des fois, tu me vois la face. Nice drop. Cédric Bergeron, merci d'être venu en retenue. Merci à toi de l'invitation. C'était un peu last call, mais j'ai vraiment apprécié. J'apprécie. On m'a appelé, m'a dit « Hey, il y a du monde qui ont choqué à cause de la neige. Ça serait intéressant de t'avoir. » Puis j'étais pas loin, puis ça m'a fait plaisir. Puis sincèrement, merci les boys de m'avoir appelé parce que c'était vraiment super intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et si vous connaissez un cancre financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.